Quand je trouvais un rappeur super fort, je trouvais son numéro et je lui envoyais un texto. Et je disais, toi, moi, une instru, un studio, t'es mort. Je n'ai plus rien à foutre, en fait. Je briderai plus l'écriture. Je kiffe déjà le théâtre. Tu sens quand tu les tiens et tu sens quand tu les perds. Tu vois, il y a des mecs qui sont des rostas, là, tout de suite. C'était là, ils demandaient qu'à signer avec moi. Et t'as vu quand ils imitent les gens? Alors, madame, je suis le brigadier, là. C'est trop chaud, tu sais, ils imitent les gens. C'est extraordinaire. Alors Fianso, bienvenue. On a un long moment à passer ensemble, tu vas voir, il va se passer plein de choses, on a plein de petites surprises, on t'en dit pas plus. Mais pour commencer, j'aurais aimé savoir comment ça a débuté le rap pour toi. Avec l'album authentique d'NTM que mon grand cousin me ramène un soir. Mon premier rapport au rap, c'est ça. Il y avait déjà les trucs comme Benny B, tout ça, mais j'étais pas dedans, tu vois, du tout. T'as quel âge à peu près à ce moment-là? J'ai une dizaine d'années, un truc comme ça, peut-être un peu moins. Et à l'époque, le rap se danse. D'accord. À l'époque, on danse le rap. Ouais. Et donc, mon grand cousin, qui est mon grand frère, et qui, pour moi, à l'époque, m'apprend à danser le rap. Et donc, il m'apprend avec ce disque à danser le rap. Dans ma cuisine. Voilà, pour l'anecdote. Et donc, ouais, je viens au rap par là. Puis, j'arrive aux lyrics très vite. Ça a été en 2 temps pour moi, tu vois. Il y a tout le côté rap, c'est le nouveau son, on danse comme ça, et ainsi de suite, ça vient de tel endroit, machin. Et ensuite, il y a eu tout le côté, écoute ce que disent ces mecs. L'engagement, ça a toujours été important pour toi dans le rap, au départ? Pour moi, c'est la base de tout. Au début, hein. Au début, c'est la base de tout. C'est le revendicatif, c'est les mots des mots MAUX, tu vois, à l'époque. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en 3 pièces gris et BMW? Je tombe amoureux de ce courant-là comme ça. À ce moment-là, c'est tellement un tsunami, c'est tellement ravageur. Tu vois, c'est tout le monde qui est dans ce mode-là. Je faisais même pas office de connaisseur de rap, tu vois, dans mon quartier ou dans mon coin, non, du tout. Je suivais la mouvance et j'ai commencé à kiffer les textes parce que j'étais déjà amoureux des mots avant ça. Tu te rappelles du premier texte que t'as écrit? Le rapper serait impossible, mais ouais, je me rappelle parce que je faisais partie donc d'un groupe qui s'appelait Les Affranchis, avec mes gars qui sont toujours mes gars aujourd'hui. Je crois que j'ai 11-12 ans, quelque chose comme ça, et mon gars Kala me trouve nul, et il me dit ouais, gros, si tu fais pas d'efforts, t'as vu, c'est mort et tout, on peut pas te garder dans le groupe, donc il voulait me virer du groupe. Donc ouais, je me rappelle très bien de mon premier texte. Ouais. Ça parlait de quoi? C'était à l'époque, c'était de l'ego trip, tu vois. C'était pas encore le côté je suis une Kaira, c'est la rue, tu vois. Il y avait pas du tout ça, tu vois ce que je veux dire. C'était je rappe pour mes frères, pour mes gars, pour mon quartier, pour nanana, tu vois. Je représente. Le grand mot de l'époque, c'était je représente. Je représente tel endroit, je représente tel quartier, je représente ci, je représente ça. Enfin, c'était très comme ça, voilà. Et alors ce groupe, Les Affranchis, comment ça s'est monté? La vraie histoire. Quand j'arrive à Blanc-Ménil, je dois avoir 11 ans, quelque chose comme ça, 10 ans, 11 ans. Je fais du sport. Et je rencontre en traînant dans les salles de sport du stade Jean-Bouin à Blanc-Ménil un mec qui s'appelle Halim, qui est Nokpi, et qui devient rapidement mon pote. Et à ce moment-là, il y a son pote qui déménage juste à côté de chez moi, et c'est Kala. Et à ce moment-là, on se met un petit peu à traîner tous les 3, tu vois. Et eux ont un groupe, voilà. Et ils s'appellent Les Affranchis. Et ils viennent me voir, ils me disent ouais, on a un groupe de rap et tout, ça vient de se monter et tout. Est-ce que t'es chaud, viens avec nous. Et je dis moi écoute, j'écris, mais j'écris pas de rap. Je sais pas. Il m'a dit ouais, mais c'est écrit, c'est pareil, on s'en bat les couilles. J'ai dit ok, et c'est des deux là, voilà, tout simplement. Et donc on s'est mis à faire les dates du service jeunesse, on s'est mis à faire les concerts au parc, à la fête des associations, les trucs au centre social, ce genre de trucs. Et donc tu disais que t'écrivais avant d'écrire du rap? T'écrivais quoi? Tout ce qui me passait par la tête. Quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était des essais. Je me disais j'écris des essais. Voilà. Et puis poésie un peu, tout ça. Ouais, je suis un grand incompris, je suis un grand sensible à la base. Et tu vois, est-ce qu'il y avait des histoires un petit peu, ou c'était plus des trucs personnels? Ça a toujours été l'exutoire en réalité, tu vois. Ça a toujours été moi, mes mots, mon mal-être, pas que mon mal-être d'ailleurs, mon bien-être aussi, tu vois ce que je veux dire. Tout ce que j'avais de bon, de mauvais, c'était ma manière à moi, tu vois. Et j'écrivais tout ce qui était possible et inimaginable. C'était ma manière de m'exprimer même d'ailleurs. Par exemple, avec la pudeur que tu peux avoir avec certaines personnes de ta famille. Et ben, par exemple, ça j'ai jamais dit, tu vois. Avec ma mère, par exemple, on se laissait des lettres dans la maison, tu vois. Quand on n'arrivait pas à se dire des trucs, on avait un endroit, il y avait une espèce de radiateur comme ça, avec une petite tablette, et on se laissait des lettres en dessous. Parce qu'on pouvait pas se parler comme on voulait se parler, tu vois ce que je veux dire. Enfin, on pensait, tu vois, une espèce de pudeur familiale. Et donc tout passait par l'écriture, tout le temps.
pour tout, tu vois. Demande-toi pourquoi toi, des phases en kilos. Pourquoi pas un autre, pourquoi cette feuille et pourquoi ce stylo. Représenter tes frères facile, pas d'inquiétude grand. Mais pourquoi tu t'en crois capable et surtout pour qui tu te prends. Et voilà, donc je pense, ouais, j'écrivais avant de rapper, j'écrivais avant d'écrire du rap, concrètement, voilà. Et tu t'es jamais dit que je sais pas, t'écrirais, que tu serais écrivain, que tu ferais un livre ou... Non, j'ai été emporté très rapidement par cette culture-là. C'était ce qui avait de plus cohérent avec moi, c'était vraiment un mouvement, tu vois. J'ai pas connu le hip-hop des années 80. Les Zoulous, les trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Nous c'est la génération Kaira. On était les racailles de la République, des quartiers populaires. Voilà, c'était ça l'histoire. Et on était plus en mode Kaira. C'était vraiment culturel, mais tu sais, général. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde c'était une nouvelle gamberge et tout le monde était dans ce délire-là, tu vois. Et en réalité, c'était pas une nouvelle gamberge pour nous, c'était une gamberge tout court, puisque nous, on l'avait pas connue, tu vois. Bref, voilà. Et à l'époque, ton quotidien en tant que rappeur dans le groupe Les Affranchis, c'était quoi? J'étais plus motivé que les autres. Ouais. Déjà à l'époque. J'étais plus motivé que les autres. Alors on allait dans un studio de répète à Blanc-Ménil qui s'appelle La Cuisine. Donc on répétait, on chantait, on rappait, tout ça, on écrivait nos textes. Et à un moment, Kala s'est mis un peu à se désintéresser de tout ça. Nokpi était toujours un peu plus avec moi. Et pour maintenir le groupe et qu'on continue à être un groupe, je me rappelle, j'ai acheté tu sais, les doubles pages que t'as à l'école, tu vois. Je faisais les trous pour leur couplet, j'écrivais mon couplet, j'écrivais le refrain, et je faisais ça en 3 exemplaires. Et j'allais les voir et je dis, bon voilà, le thème c'est à l'époque les thèmes c'est bon, on fait une chanson, c'est quoi le thème? La mort, c'est quoi le thème? Tu vois, la cité, c'est quoi le thème? Les Condés, c'est quoi le thème? Tu vois ce que je veux dire? Et donc je faisais des doubles pages que je recopiais 3 fois, donc une pour moi et une pour chacun d'entre eux. Et je leur ramenais, je dis, bon voilà, t'écris de là à là, toi t'écris de là à là, et voilà. Et donc on construisait les chansons, et donc je gardais ça dans des classeurs, donc j'accumulais en me disant que ça ferait un album. Voilà. Et ça marchait? Non, parce que Kala, on a vite eu marre de rapper, Ouais. et que Nokpi s'est trouvé une passion pour des logiciels de prod. Donc il s'est mis à faire des instrus, et je me suis mis à être le seul à rapper très rapidement. Et à quel moment tu sens que ça devient sérieux pour toi le rap? Ça devient sérieux au moment où je commence à côtoyer le monde des labels. Tu vois, en réalité, ça devient sérieux tôt. Moi, j'ai pas connu tout le parcours d'un indépendant classique qui te paye ses séances de studio, qui te paye ses clips. J'ai toujours été dans des labels en réalité. Tu vois, que ça soit des labels de cité, à son, que ce soit... Ouais, je pose la bouteille d'eau, t'inquiète pas. Je vois le mec du son là-bas, il me dit putain. Donc, ouais, je te disais, j'ai pas eu ce cursus très très dur. Ouais, je mets mon oseille, je bosse, ou je fais des trucs dans la rue, je mets mon argent pour payer mes trucs. C'est jamais arrivé. J'ai toujours été dans l'escarcelle d'un label, d'un rappeur, d'un crew. Tu vois, j'ai toujours été dans ces trucs-là, ce qui fait que je me retrouvais toujours dans un home studio, sans forcément avoir à sortir de l'oseille. Donc très rapidement, en vrai, c'était pas sérieux, mais je me suis pris au sérieux. C'est vrai que tu as toujours eu un rapport avec le milieu du rap, jusqu'à maintenant. C'était important pour toi dès le début d'être comme ça avec les labels, avec les gens qui font les choses? Ça a été, je pense, mon premier motivant et ma première erreur. Très souvent, quand tu arrives dans un milieu, que tu rêves d'intégrer un milieu où tu vois, les premiers que tu vas chercher à séduire, c'est tes pairs. Donc c'est les autres rappeurs, les producteurs, les managers, les éditeurs, tous les trucs en heure. Tu vas essayer de tous leur plaire et qu'ils te voient et qu'ils te regardent et qu'ils te reconnaissent. Au lieu de t'intéresser au public, en réalité, au lieu de faire de la musique pour les gens, bah, tu te retrouves à faire de la musique pour t'intégrer dans un milieu, pour impressionner les mecs qui t'impressionnent depuis que t'es plus jeune. Ça a été une erreur, mais j'ai toujours été un peu game, tu vois. Beaucoup moins maintenant, mais c'était ma manière d'entrer dans tout ça, voilà. Et puis c'était ma seule manière d'avoir des plans, en réalité, de traîner les studios, les radios, de traîner les freestyles, tu vois ce que je veux dire? Ça a toujours été, c'était ma seule manière. En banlieue, très souvent, dans une ville, bah, t'as les anciens qui font un truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, il y a des villes qui avaient des rappeurs. Aulnay-sous-Bois avait Sefiu. Le rap français sur moi a mis une fiche. Passé créé, Molotov 4, G8, c'est le CN, travail à PK. Nous, à Blanc-Ménil, on n'avait pas de grands qui nous prenaient par la main, qui nous ramenaient dans les freestyles, ou tu vois, qui nous invitaient sur des mixtapes ou quoi, tu vois. Donc, en vrai, c'était ma seule manière. C'était de traîner de ruer dans les brancards. Est-ce que tu avais des stratagèmes justement comme ça pour rentrer dans les... Complètement. J'ai fait des plans sur des mecs pendant des mois. Des attaques psychologiques de fou, ouais, c'est clair. Je me faisais pote avec un mec ou deux dans la radio, et puis au bout d'un moment, la sécu est de voix, et puis ça y est, tu commences à serrer la main à tout le monde, et puis tu rentres même après sans être invité, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, des stratégies, j'en ai eu 80. Et à des jeunes maintenant, tu leur dirais quoi justement pour pas lâcher l'affaire et avoir un peu le parcours que tu as eu de rentrer par toutes les portes? Alors, j'ai conseillerais sur la première erreur que fait un rappeur pour moi, de ne pas se concentrer sur le métier.
Voilà. Ne regarde pas le métier. Si tu as le public, le métier suivra. Tu vois. Concentre-toi sur les gens et sur les gens qui vont vraiment kiffer ta musique. Au lieu de te demander ce qu'on pense de toi dans le métier ou est-ce qu'on te reconnaît de telle valeur ou de tel talent, essaye-toi aux gens. Il y a des gens dont on ne perçoit pas le talent. Le talent, c'est subjectif. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qu'on trouve pétés. Tu vois, mais ils ont un public. Et à partir du moment où tu as un public, plus personne n'a rien à dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les jugements de valeur du métier, c'est cool. Mais si tu n'as pas d'avis du public, on s'en fout. Tu vois, voilà. Donc, tu as dit justement que tu es passé par plusieurs labels et que tu as fait pas mal de tes classes dans les années 2000, 2010. Qu'est-ce que tu en retires comme enseignement maintenant, dans ta vie actuelle, de tout ça? Quand tu parles de labels, des fois, j'ai pris des décisions, divorcé avec des gens, refusé des trucs. Et sur le moment, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, je refusais des trucs, des fois, je disais, mais je suis un ouf. Ou tu sais, le truc allait pas au bout, et je me disais, putain, c'était là. Ça, tu vois, j'aurais plus jamais ce genre de chance, j'aurais plus jamais ce genre d'opportunité, tu vois. Et quand 10 piges plus tard, ou 15 piges plus tard, on te regarde et on te dit, mais tu vois, imagine, t'aurais signé là, imagine, t'aurais vraiment fait ça, imagine, tu serais pas là aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, tu vois, donc la seule résonance que ça peut avoir sur ma vie, ou le seul écho que ça peut avoir sur mon mental, c'est que les successions d'accidents, des fois, ça donne pas forcément un carambolage. Tu peux peut-être, tu vois, redresser la voiture, voilà. Et mauvais départ ne veut pas dire arrivée foireuse, comme dit la Scred. Donc voilà. Tu penses que justement, tous ces choix, toutes ces opportunités que tu as prises, est-ce que certaines t'auraient changé? Tu les aurais pas pris pareil? Bien sûr. Clairement. Si je m'étais retrouvé à l'abri dans un label, je sais pas moi, entre 2005 et 2010, il n'y a rien de pire qu'un mec qui fait un album qui marche et qui disparaît. Pour moi, c'est le pire scénario. Tu vois, psychologiquement, c'est un truc de ouf pour l'artiste, les gens se rendent pas compte. Je préfère avoir eu 1000 faux départs, et une fois que j'étais parti, c'était... Tu vois, vraiment. Je pense aujourd'hui, avec le recul, mon pire cauchemar, ça aurait été d'avoir été un mec qui a goûté, qui a eu un petit buzz à un moment, et ça y est, on le voit, on l'imagine, il est parti, ça y est, et non, ça s'arrête. Coup sec, du jour au lendemain. Il n'y a rien de pire, hein, plus frustrant, tu vois ce que je veux dire? C'est trop dur de se relever de ça. Il y a des mecs qui me toisaient, tu vois. Il y en a eu, tu vois, des mecs de ma génération, toisaient un peu, ouais, vas-y, il est relou. C'était moi le relou de service, en vrai, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai vu certains se cramer les ailes plus vite qu'Icare, et moi arriver de derrière les fagots à la 90e et mettre des buts, c'est une belle morale, tu vois, c'est une belle morale, je pense. Quand j'ai pété dans le rap il y a 4 piges, pour moi, c'est la justice, tu vois. Je vaux ça, on me le doit, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vite passé cette sensation. Cette sensation de ouais, c'est normal, j'ai bossé pour ça. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des mecs qui ont fait 15 ans comme toi, qui ont fait 20 ans, qui ont fait 30 ans, et ils ont jamais eu quoi que ce soit, quelque justice que ce soit. Et pour certains qui avaient du talent, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quand même une succession d'événements qui sont liés au destin. Tu le veuilles ou non, tu peux pas maîtriser tous les éléments, tous les paramètres d'une aventure, c'est pas possible. Donc forcément, il y a des barakas, des choses qui se passent, des accidents, des trucs qui se créent. Donc aujourd'hui, ce que je peux retenir de tout ça, en tout cas, c'est pas de regret, voilà, pas de regret. J'aimerais bien tenir le discours, moi aussi. Je les vois, ces discours-là. Ouais, alors motive-toi, ne lâche rien, et un jour ça va payer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des mecs qui ont énormément de talent, et dans tous les domaines, hein, attention, c'est pas forcément dans l'artistique, tu vois, mais dans tous les domaines. Il y a des mecs qui sont bons et qu'on regardera jamais. C'est dramatique, c'est super dur, mais c'est une réalité. Tu vois, donc je m'estime un peu rescapé, tu vois. Voilà. Alors toi, pourquoi tu penses que justement on t'a regardé? Je pense que j'ai proposé un truc à un moment qui faisait un peu office de faille. Moi, je suis arrivé à un moment où le single radio-friendly était vraiment la norme. C'est la période où le rappeur doit être chanteur. Tu vois, au moment où moi, je commence à apprendre. Et moi, j'arrive à l'antithèse de ça, en réalité. Tu vois, c'est que je propose une antithèse à la thèse en place à ce moment-là. Et il y a énormément un alignement d'étoiles et de planètes. Voilà, je pense que je propose un truc à un moment au public. Et c'est réellement comme ça que je le vis à ce moment-là. C'est-à-dire que j'arrête de regarder le métier, c'est terminé. Je la regarderai plus. Et mon milieu non plus, d'ailleurs. Et je vais regarder le public maintenant. Je vais essayer de faire de la musique pour les gens. Et même pas que pour les gens comme moi. Je vais essayer de faire de la musique pour tout le monde. Et naturellement, voilà. En quelques mois, d'ailleurs. C'est naturellement. Et il y a un aspect qu'on n'a pas trop évoqué encore de ta carrière et ton style de rap. C'est l'aspect un peu compétition. Et le côté un peu aussi, on va dire, sportif, combat un petit peu, de ta musique. Tu penses que ça devient d'où? Je pense que c'est mon tempérament. J'ai un rapport à ça qui est comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et le premier que je challenge, c'est moi. Tu vois,
Très souvent, quand tu écoutes des textes à moi, imagine-moi devant mon miroir, en réalité, tu vois. Ça, c'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. Les mecs, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Quand on parle d'exutoire, c'est selon, tu vois, les pathologies sont plus ou moins grosses pour certains, tu vois. Moi, je pense que c'était costaud, tu vois. Je pourrais mettre ça sur le compte de la frustration, de l'attente, de oui, mais j'étais frustré, tu comprends, et quand on m'a lâché, waouh, j'ai voulu cogner, arriver fort, tu vois, avec une image. Mais en vrai, c'est même pas vrai, j'étais juste comme ça avant. Ouais. La notoriété. Je pense pas que ça change les gens, moi. Je pense juste que ça les révèle, ça grossit le trait. En fait, tu vois ce que je veux dire. Si t'étais insensible avant, tu seras sûrement beaucoup plus sensible après, tu vois. Ça exacerbe tout. En fait, tu vois, si t'étais un timide, et puis si t'étais un connard, tu seras sûrement juste un plus gros connard, tu vois, c'est tout. Voilà. Si tu devais garder un ou plusieurs morceaux de toute cette période que tu as eue avant de connaître le succès, qui te représente le mieux ou qui, justement, donne toute cette force que tu as eue pour maintenir la pression pendant tout ce temps, tu garderais quoi, tu penses? Des titres que tu connais pas. Bah justement. Des titres que tu connais pas. J'ai un petit dossier avec des titres qui sortiront jamais. Parce que des fois, il faut juste que je le rappe, en fait. J'ai pas envie que le public le sache ou que les gens le sachent, tu vois. J'ai besoin de moi que ça sorte, tu vois. Et ça reste dans l'ordinateur et ça sortira jamais. Donc j'ai une espèce de petit dossier comme ça, marrant, ouais. Et puis sinon, des clips que j'ai pu sortir. Il y a ce gars, un de mes premiers clips que j'avais tourné à Blanc-Ménil. 9-3. Mec de chez moi, c'est que je suis coulé le sang. C'est que quand la foule est saoulée, c'est pour faire couler le sang. Yazka. Comme un toxo qui consomme 10 lignes au sang. C'était là un petit peu que, tu vois, je m'affirmais comme rappeur de ma ville. Voilà, un clip qui va sortir sur Internet. Tu vois, voilà, c'était, voilà, il y a ce gars, je garderais. Voilà. J'aurais aimé te dire une chanson triste pour faire le mec profond, mais ça rien. Ouais. C'est marrant, ça, tu dis vraiment, en gros, que le rap, ça te sert d'exutoire et que ça t'arrive de rapper juste pour sortir des trucs, quoi. Bah ouais. Pas que les gens les écoutent. Bien sûr. Je vais même te dire, fut un temps, j'étais tellement dans le côté compétitif que des fois, on se retrouvait avec un rappeur, tu vois, c'est ça, il y a des gens qui vont voir ça et qui vont se reconnaître là-dedans et dites-le. Dites-le. Il y a des fois des mecs, des rappeurs avec qui on s'est retrouvés en studio et ça se chauffait. Ça se chauffait, ouais, toi, mais vas-y, j'ai coupé en deux, j'ai découpé ma gueule, arrête-toi. T'es chaud tout de suite, vas-y, mets l'instru, 15 minutes, toi et moi, départ arrêté, 16 mesures, vas-y, on rentre. On s'envoie que des patates et à la fin, c'est bon, t'es calmé, tranquille. Ou alors, des fois, tu te laisses déborder, tu vois ce que je veux dire, et tous tes potes sont dans le studio, tu dis, waouh, il t'a lavé ma gueule, tu vois. Et les titres sortiront jamais. Tu vois, c'est entre toi et moi. Tu vois, voilà, c'est tout. Je me souviens que quand je trouvais un rappeur super fort, très souvent, je trouvais son numéro et je lui envoyais un texto. Et je disais, toi, moi, une instru, un studio, t'es mort. J'y viens. Voilà, je te jure que c'est vrai. J'y viens. Et il y en a qui le prenaient super bien, genre, il y en a qui le pris super mal. Il y en a un, je m'en rappelle, il m'a répondu, prépare une ambulance. Je dis, ah, toi, t'es bon, toi. Je dis, allez, c'est bon. Et voilà, je voulais juste me mesurer, c'est tout. On voulait se mesurer, on voulait se jauger. Des fois, j'ai encore ces travers-là, d'ailleurs. Tu continues à le faire maintenant, tu penses? Non, je le fais pas, mais Ça devient. des fois, il y a des mecs, je leur dis, il faut qu'on se règle. Tu vois, faut qu'on se règle dans un studio, toi et moi, tu vois. Mais c'est tellement bon esprit, en vrai, tu vois, c'est tellement bon esprit. C'est archi pas agressif, c'est vraiment sain. C'est vraiment, viens, on fait un truc, et viens, ça sort jamais. Ça reste dans l'ordinateur. Je veux juste savoir qui c'est qui sort en lambeau du studio, toi ou moi. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Alors justement, on n'a pas trop parlé de l'aspect technique. C'est quelque chose que tu travailles, ça? Comment ça t'est venu? Parce que tu as quand même des couplets très techniques, tu as ce côté compétition, justement. Où... En vrai, on me le reconnaît, et c'est pas un truc que je mets en avant, donc il y a certaines catégories dans lesquelles je rentre pas. Tu vois. Mais c'est vrai que les multisyllabiques, ce genre de trucs, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai un titre qui s'appelle Avis à mes frères de France. C'est un des premiers titres que j'ai sorti. J'ai la boule dans le clip, j'ai une tête de ouf. Avis à mes sœurs de France, et Paul Rouge, mais pas les 16 sites, t'es pas net, 16 strings, t'es calé. Avis à mes frères de France, on se retrouve, mais calé, 16 sites, t'es calé, 16 feet, t'es calé. Et si t'écoutes le refrain, c'est des lines en 16 pieds qui riment toutes, sur 4 mesures. 16 syllabes qui riment sur 4 mesures, entières, avec du sens. Tout le refrain. Et ben tu te rends compte qu'en vérité, quand tu fais tout rimer, c'est pas si technique que ça et ça pue la merde. Tu vois ce que je veux dire, finalement? Tu cherches la rime parfaite et quand tu la trouves, c'est pas un truc de fou. Je suis beaucoup plus dans les constructions d'images. Et c'est vrai que
Deux fois, le fait d'être un peu technique et surtout d'avoir de la ref, d'y mettre de la ref, de plein de culture, tout ça, bah, des fois, tu rends le truc moins accessible. Et autant, c'était un truc qu'on appréciait énormément dans ma génération, d'entendre des mots qu'on connaissait pas, d'entendre des rêves qu'on n'avait pas, d'aller se renseigner, d'aller fouiller, d'aller chercher. Autant, j'ai l'impression que cette génération, ça l'emmerde. Tu vois. Donc, voilà. Voilà. Tu penses qu'avec le temps, tu vas plus vers de la simplicité? Je pense qu'il a fallu que je simplifie un moment, mais non. Je vais pas plus vers la simplicité, là, je complique tout. Là, parce que je n'ai plus rien à foutre, en fait. Je briderai plus l'écriture. Si j'ai envie de parler d'une reste du 17e et qu'il y a 20 personnes en France qui la comprennent, c'est pas grave. C'est fini, ça. Voilà, je te jure. Perfect. Bah écoute, on va faire le petit jeu. Ouais, demain, c'est loin, les gars. I make music for my people, cool chaîne. Pour plus vite que les balles, mystère. Hardcore, Kerry James, Ideal G. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens, Oxmo Puccino. Voilà, Joseph. Ah oui, alors oui, non, James. C'est mon laptop. Bad. Eh bien, parfait. Tu as totalement gagné ce challenge. C'était même beaucoup plus rapide qu'on pensait. Donc, pour le Parce que coup, j'aime bien le rap, c'est pour ça. ouais, c'était un peu le but de cette interview. Deuxième partie. Cette fois-ci, on va parler un petit peu plus du label et de ton rôle de producteur et d'indépendant aussi. À quel moment tu te dis que c'est mieux que tu sois ton propre producteur? Alors je me dis une première fois et je me trompe, au moment où je crée un collectif qui s'appelle I Need Money avec des studios d'enregistrement et je monte la structure, le label, tout du moins une société sur laquelle je peux encaisser une avance. En réalité, c'est ça la vraie histoire. C'est au moment où je bosse avec un label de mon coin qui s'appelle Charismatic. Tu vois, j'ai jamais parlé en interview. À ce moment-là, on s'entend plus pour plein de raisons. Et pourtant, aujourd'hui, quand j'y repense, ça me fait rire, tu vois. Je suis pas une priorité dans le label, tu vois, je me sens un peu négligé, tu vois. Une fois que je quitte cette structure, j'ai des propositions, mais rien va au bout, tu vois. Et le moment où je me dis que je vais devenir mon propre producteur, c'est le moment où je me dis, bah écoute, je vais jamais être mieux servi que par moi-même, et je vais prendre le volant de mon truc. Voilà, concrètement. Et tu te lances comme ça, tu avais déjà un peu des gens, des modèles qui se lançaient un peu comme ça dans l'indépendance, ou c'est un Il n'y en truc avait que pas tu des fais? masses. Ouais. Il y en a eu, des gros producteurs indépendants, je pense à Kenzie du Secteur A, des mecs comme ça, tu vois. Enfin, indépendants, parce que l'indépendance de l'époque et l'indépendance d'aujourd'hui, c'est deux modèles d'indépendance très différents. Bien sûr. Donc voilà, et puis comme je suis un curieux, je me suis mis à tout apprendre, en fait, de ce métier, tu vois, toute la boucle. À l'époque, je me souviens, tout était une découverte. Tu vois, ah bon, faut payer pour presser les disques, mais c'est quoi la SDRM? Qu'est-ce que tu me racontes? Faut payer ça, faut payer. T'es comme des ouf, tu vois. Et donc, en vrai, je me suis rappelé, ça a été une spirale pour moi, en fait, tu vois. Parce que la curiosité de la faisabilité des choses, de la production en elle-même, ça m'a tellement passionné, ça m'a tellement intéressé. Et il y avait tellement de mecs que j'admirais, qui avaient ce poste-là, cette posture-là, ce rôle-là, qui faisaient ça, que j'ai décidé de m'y essayer. Alors au début sur moi, en crash test, très bien, je veux dire. Et à un moment, je me suis dit, bah peut-être que, et je pétais toujours pas d'ailleurs, tu vois. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut que je fasse confiance, faut que je fasse confiance aux gens, faut que je fasse confiance à un producteur, tu vois, qui va me produire vraiment. Et donc à ce moment-là, je commence à fréquenter le Tefa. Et donc Tefa devient mon producteur. J'apprends encore plus, mais en même temps que je suis encore produit chez Tefa, je me mets à signer des mecs. Tu vois ce que je veux dire? Et je me disais, bah, si je m'occupe des gens, je pourrais peut-être pas m'occuper de moi en même temps. Puis jusqu'à ce qu'on rassemble tout en disant, bon écoute, je redeviens mon propre producteur. Et du coup, tu sais, le day-to-day avec les artistes, bah, tu sais, je suis pas tout seul. Tu sais, les gens ont très cette image-là, ouais, affranchi, toute la nébuleuse autour, les boîtes autour, ouais, c'est Sofiane. C'est pas que Sofiane. Sofiane, c'est une vitrine en vérité, tu vois. Il y a des mecs qui font le boulot au jour le jour, qui sont auprès des artistes. Je pense à Chala, mon frère. Je pense à mes frères d'Hyperfocal, tu vois. Par exemple, sur Soul King, qui sont eux, les vrais faiseurs des albums autour. Je pense à tous ceux qui font le quotidien des artistes, tu vois, et venir et dire, ouais, c'est moi, j'ai fait ça. Mais calme-toi. Il y a des gens qui bossent pour ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es bien sympa, t'es bien marrant. Ouais, c'est vrai, avec un petit sourire, tu fais tomber des chèques. Mais mollo. Donc,
En réalité, quand j'ai voulu être au four et au moulin, c'est-à-dire produire moi-même, être à toutes les étapes de production, être à la réalisation, être à tous les étages, tu fais très rapidement de l'ingérence. Tu vois ce que je veux dire? Étant artiste moi-même, en mêlant de l'album d'un de mes artistes, bah, à un moment, c'est pas que tu te heurtes à un ego, c'est que tu t'as même pas envie, en fait, tu vois, c'est son disque, en fait. Et puis c'est ça carrière, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est bien marrant, toi, qu'on te crédite de producteur, et c'est fantastique, ça fait partie de ta carrière, d'accord, ok. Mais en fait, le mec, il a le droit d'avoir une carrière à lui, sans qu'on parle de toi à chaque fois qu'on parle de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y avait ce côté, ouais, on va produire des mecs, et en plus, on va se mettre, nous, de côté. Parce qu'on a envie de devenir des producteurs, et de donner de la chance à des artistes, et en plus, on va même pas leur demander de nous dire merci. Tu vois, si les mecs sont où ils sont aujourd'hui, c'est qu'ils ont bossé pour. Et qu'il y a des équipes autour qui ont bossé pour. Producteur, c'est aussi reconnaître le travail que fournissent les gens autour de toi, organiser l'entourage autour des projets. Et très souvent, la meilleure manière d'organiser, en tout cas quand tu es un artiste, c'est de s'effacer. Et à pas faire ton ancien à dire « Ouais, moi je pense que tu devrais... » Non, mais tranquille, tu vois. Les artistes, la majorité des trucs qu'on fait pour eux, ils ne voient même pas. Et ils en seront jamais au courant. Les écoutes avec les médias, les rapports avec les médias, quand tu vas demander des services au métier, tu vois, pour tes artistes, bah, les artistes se rendent peut-être pas compte, mais à chaque service que tu demandes, en fait, tu rends un service toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu te retrouves à rendre, tu vois, à donner des contreparties à plein de gens, parce que tu lui as dit partage mon gars, pose avec mon gars, masterise ou mix mon gars, clip mon gars, mais tu te retrouves à demander plein de trucs. Tu vois, si tu le fais en attendant des merci, ne le fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ton taf. Et qu'en plus, tu vas être rémunéré pour ça. Donc tu le fais. Si tu le fais avec du cœur, tant mieux. Et si vous avez de l'affection l'un pour l'autre, qu'il y a une histoire humaine qui se crée entre toi et ton artiste, tant mieux. Mais s'il n'y a pas, la force pas. Tu vois, ne force pas le lien, ne force pas le rapport. T'es pas Pascal le grand frère. Tu vois, le mec, tu l'as pas trouvé dans un caniveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec qui a du talent, il bosse, tu vois ce que je veux dire? Moi, je crois en ton potentiel en réalité. Tu vois, et je crois aussi en mon potentiel de producteur. Donc, en ayant confiance en nos potentiels respectifs et en se disant qu'on peut construire une aventure ensemble, on se fait confiance. Parce que le premier qui fait confiance à l'autre, en réalité, on a l'impression que c'est le producteur parce qu'il engage des frais, il engage des sous. Mais t'es en train de dire à un mec, donne-moi 3,50 de ta vie. C'est ça que t'es en train de dire à un mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'es en train de dire à un mec, justifie à ta famille, à tes amis, à tes parents, à tes gosses, à ta femme, à tout le monde, que tu me fais confiance à moi. Va leur dire. Que tu m'as confié leur frigo. Et oh, c'est pas rien, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas rien. Tu joues pas avec la vie des gens. Et surtout pas avec la vie des gosses des gens. Et surtout, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une espèce de responsabilité de fou, en fait. Si tu prends pas la pleine proportion de ce qui se passe, bah là, tu te retrouves rapidement à faire des conneries. Tu vois? Nous, c'est ce qui fait aussi qu'on prend énormément sur nous. On lave nos trucs en famille, nous, entre nous. Jusqu'ici, il n'y a personne de nos entourages qui a pété les plombs parce qu'il s'est fait chauffer et qui est parti chanter dans Paris, je sais pas quoi, ou qui est parti se plaindre ou dire des conneries sur Internet. Ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent, et je touche du bois, tu vois. C'est possible que demain ça arrive, mais jusqu'à présent non. Tu vois, chacun prend sur soi, tu vois le délire. Et tout le monde a des égos. Et c'est moi le producteur, donc c'est à moi le premier de prendre sur moi, tu vois. Je pense. Et c'était quoi le but pour toi, au départ, de devenir producteur? Peut-être pas préparer la suite, mais en fait, avec toutes ces années de galère, bah, j'ai eu un petit réseau. Et puis en plus, j'ai pas cramé les étapes. J'ai apporté les affaires avant de signer. Tu vois, il y a des mecs qui sont des rostars là tout de suite, qui étaient dans mes mains. C'était là, ils demandaient qu'à signer avec moi. Et c'est des stars, hein, je te parle de mecs. Et j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. J'étais pas encore en capacité de dire à un mec, confie-moi ta vie, t'inquiète pas. Donc j'ai apporté les affaires. Voilà, vas-y frérot. Hein. Et ensuite, je pense qu'il y a un âge pour tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un âge pour tout. Et je me vois pas rapper à un certain âge, moi. Tu vois le délire? Tu penses que tu as une date de péremption en rap, là? Totalement. Un rappeur? Totalement. C'est quoi l'âge? Je sais pas. Mais je le pense vraiment. Okay. Attention, quand je dis date de péremption, tu vois, il y a des rappeurs, comme on dit, qui sont des artistes complets. Ces artistes complets, ils vont se renouveler dans leur musique, ils vont se renouveler dans leur image, tu vois ce que je veux dire? Et peut-être certains auront des carrières jusqu'à leurs 60 ans. Mais le côté rap, street, rue, c'est nous la cité, on est chaud, on est bouillant. Tu captes, tout ce stéréotype, toute cette imagerie, je pense qu'il y a un âge, ouais. Pour ça, ouais, en tout cas. Tu vois. Mais après, il y en a certains qui le voient pas comme moi, tu vois. Moi, perso, je le vois comme ça. Donc, la logique et mes envies de me former, c'était de mettre tout ça en application. C'était de mettre le plan en application, tu vois. Et jusqu'ici, le plan est plus ou moins respecté. Trop souvent, quand on peut, c'est qu'on doit.
tu vois. Donc, je me suis dit, je peux le faire, c'est là, ça m'a porté. Voilà, je suis en capacité de débloquer des budgets et de constituer des équipes nécessaires autour des artistes pour mener des projets à bien et pour créer des aventures sur 2, 3 albums. Donc voilà, en réalité, c'est quand je m'en suis senti capable. De passer de rappeur à producteur, c'est tellement logique en vrai que voilà, je me suis même pas posé la question, c'était naturel, tu vois. Alors justement, je me disais juste, tu vois, le rap français, ça existe depuis 30 ans, et au final, des rappeurs vraiment qui ont monté des labels qui fonctionnent, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. C'est vrai. Comment t'expliques ça? Je pense qu'il faut une certaine abnégation pour mettre des artistes en avant. Tu vois, je pense que si t'es pas capable de toi te mettre entre parenthèses, ne le fais pas en fait. Tu vois. Et puis, il n'y a pas tant de mecs que ça en réalité qui ont eu le temps de le faire. Quand tu regardes bien. Sur 20 ans de carrière, sur 25 ans de carrière, ouais. Tu vois, mais il y a des mecs, la majorité des mecs dans ces 30 ans dont tu parles, ils ont des carrières de 3 ans, des carrières de 2 ans, certains ont des carrières de 2 titres, des fois d'un freestyle, des fois ça a duré 5 ans, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Il y a aussi tout un aspect que tout le monde oublie, c'est la vie du mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois, tu vois un mec, c'est une star, sur ses réseaux sociaux, il est super frais, il a de l'oseille, il est heureux, tout va bien, mais tu connais pas sa vie, en fait. Ça se trouve, il est au 36e sous-sol de sa vie, ça se trouve, il a des problèmes familiales extraordinaires, soit des trucs de santé. Peut-être que sa priorité, c'est pas d'étendre son empire et de devenir un énorme producteur. Peut-être qu'il est juste en train de se dire, là, je suis en train de vivre une partie de ma vie que je kiffe, c'est bien, peut-être que ça va s'arrêter demain, donc je veux juste profiter de ce qui se passe, en fait, tu vois. Donc, c'est pas une obligation de devenir producteur, éditeur, machin, peu importe, on s'en fout, tu vois. Si tu le sens pas, ne le fais pas en tout cas, ça c'est sûr. T'as touché un truc d'ailleurs, c'est vrai que la longévité dans le rap français, c'est très court. C'est quoi ton secret, toi, pour tenir? Bah, en réalité, j'ai pas vraiment de secret puisque j'opère dans plusieurs domaines. Je m'intéresse à des branches différentes, à des périodes différentes de ma carrière. Donc en réalité, tenir, c'est pas mon but premier déjà. Parce que la notoriété, c'est pas... Je te ferai pas le couplet du mec déçu, machin, truc, blasé, non, pas du tout. Mais c'est d'une tristesse, faut s'en rendre compte, tu vois. Ça va te plonger dans une solitude extraordinaire. Tu te sens seul, là? Bien évidemment. Tous les artistes que tu as vus sur ce fauteuil se sentent seuls sûrement. Et il y en a qui le vivent très bien, et il y en a qui le vivent très mal. Tu vois, il y a des mecs que tu vois sur tous les médias et avoir d'énormes succès, machin, et qui peut-être sont dans de profondes dépressions, et tu le sais pas, tu vois. Donc au final, ce mec-là, tu le regardes, tu te dis, mais putain, mais normalement tu devrais produire, regarde l'autre, il est plus jeune que toi, il a moins que toi, il produit déjà. Mais peut-être que tu connais pas sa vie, en fait. Justement, avec tout ça, là... Donc, pour répondre à ta question, excuse-moi, mais il faut avoir le temps de le faire. Ouais, c'est ça. En réalité, il faut avoir envie de le faire, tu vois. Justement, avec tout ce que tu fais, notamment ton travail de production, comment tu trouves le temps pour faire tout et de faire d'autres choses à côté encore? Bah, je dors peu. Je dors peu. Tu dors combien d'heures par nuit? Je dors pas beaucoup. Je dors ce qu'il faut pour rester debout, pour tenir. Et puis j'essaie d'optimiser mes heures. J'essaie d'optimiser mes 24 heures dans une journée. J'essaie de ne plus perdre de temps. Il y a toute une case, moi, qui n'existe plus dans ma vie depuis 3 ans maintenant, 4 ans. C'est toute la case loisir. La case poteau. Elle est très réduite. Parce que le temps que je peux m'allouer, je préfère l'allouer à ma famille, tu vois ce que je veux dire. Je te kiffe, poteau, mais t'as vu, j'ai besoin de passer du temps avec les miens, tu vois, c'est... Voilà, tu pousses les meubles, tu pousses le truc, tu dors un peu moins, tu te concentres un peu plus, et c'est tout. Il y a des mecs qui ont renversé des pays en 24 heures. Tu vois, quand t'as produit une mixtape, c'est sympa, mais calme-toi, il y a des gens qui ont fait des grandes choses, tu vois ce que je veux dire, c'est... Voilà. Donc, voilà, bref. Et justement, ces derniers temps, on parle beaucoup de santé mentale, de charge mentale. Toi, avec tous les trucs que tu fais, ça va, Sofiane? Ça va. ça va super bien parce que je pense que c'est comme ça que je le vivrai toujours en fait. Ouais. C'est comme ça que je suis. Je suis pas limite burn-out, mais tu vois, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai fait plein de petits tafs moi. Et quand tu es dans un boulot, tu bosses par exemple, peu importe, dans un restaurant, bon voilà, t'as fini ton service, t'as fait ta tâche, ça y est, t'as fait ton boulot. Qu'est-ce que tu fais? T'as fini avant l'heure. Quand tu t'assois, je fais une clope. Non, toujours un truc à faire. Passe un coup de balai, je sais pas, fais quelque chose, tu vois, occupe-toi. Et ben il y a toujours un truc à faire. Tu vois, donc non, je vois du manque à gagner partout. Je sais pas comment le dire, gros. Ouais. Et des fois, je vois des trucs, mais d'une évidence de malade. Il faut avoir le courage de se dire, ne dis pas que personne n'a pensé à faire ça. Ça, c'est pas possible. Tu prends 24 heures, tu dis, mais non, mais c'est pas possible. Je sais pas, c'est pas moi qui ai une fulgurance, là. Tout le monde a pensé à ça, je sais pas. Et bien, des fois, non. Donc, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de failles partout. Tu vois ce que je veux dire?
Et si t'es inspiré, vas-y, engouffre-toi et va au bout du truc, tu vois ce que je veux dire? Je vois plein de trucs qui potentiellement pourraient me faire kiffer, m'intéresser, pourraient devenir des plus-values, des embellis. J'en vois partout. Voilà. Voilà. Bon, alors justement, ce côté très entrepreneur et fonceur, c'est un peu le sujet de ton album. Complètement, la Didi, complètement. Qu'est-ce qui t'a poussé à refaire un album, là? Il n'y a rien qui m'a poussé, j'ai eu envie. J'avais envie de le faire, j'avais envie d'envoyer de la musique, puis j'avais envie de faire kiffer les gens qui l'attendaient. J'ai aussi besoin de me retrouver, tu vois. Je me retrouve, en fait, tu vois, à rapper. Tu vois ce que je veux dire? Je retrouve des réflexes, j'ai des trucs qui reviennent, tu vois, des automatismes qui reviennent, et ça me plaît, tout simplement. Il était hors de question que je me force à refaire un disque. Là, te dire, ouais, bon, je me refais un petit disque, histoire de me faire plaisir. Non, c'est pas vrai. J'ai envie de faire un disque, j'ai envie de rapper, gros. J'ai envie de faire des chiffres de fou, j'ai envie de casser les radios, j'ai envie de refaire des concerts dès que ça reprend, tu vois. Donc, voilà, le cahier des charges a été bien rempli, énormément de cases sont cochées. Voilà, les gars, je vais retourner faire un truc ou deux, et puis je reviens. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Et comment t'organisais justement ton temps de Fianso le rappeur avec toutes les autres casquettes que t'as à côté? Tout se mélange, tout se fait en même temps, tout machin. Tu vois, des fois je pose un titre, j'ai un déj avec je sais pas qui, juste après j'ai un rendez-vous pour tel projet avec telle plateforme, et juste après je retourne au studio pour bosser avec un petit jeune que je viens de signer, et juste après je fais des heures de réunion avec Daphné pour le cercle, et juste après, tu vois ce que tout se mélange. Je parle de santé mentale, ouais, ça relève de pas mal de problèmes, tout ça, ouais, effectivement. T'as des cases pour tout à l'intérieur ou comment tu ranges? Des compartiments, avec des niveaux de concentration différents. Voilà. C'est important. De ouf. Quand tu passes d'un gros dossier à un gros dossier à un gros dossier dans la journée, et qu'il y a de l'enjeu, par exemple, financier, ou de l'enjeu sur l'avenir d'un artiste, ou de l'enjeu sur un rachat de catalogue, peu importe, il faut être concentré, là, c'est sérieux, tu vois ce que je veux dire? Tu vois le terme « je suis fatigué dans ma tête ». Tu vois, regardez les gens, ils disent, c'est pas, je suis fatigué tout le temps, j'ai mal partout, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis fatigué dans ma tête, vraiment. Ça m'arrive de temps en temps. De temps en temps, et voilà, je me regarde et je me dis, bon, t'as le droit à 24 heures. Mais off 24 heures. Ouais. Okay. Et après, c'est la guerre, encore. Et t'as des tips comme ça pour garder ton focus? C'est pareil là, avec tout ce qui s'est passé dans le monde. Plein de gens parlent de la méditation, le yoga, le truc. Est-ce qu'il y a un tips Fianso pour garder ça? J'écoute des podcasts. Ouais. Ouais. J'écoute Christophe Ondelat. Pourquoi tu rigoles? Ça me fait marrer que tu... C'est la bombe atomique. Ondelat te raconte. Ondelat te raconte. En ce moment, là, je suis sur les meurtres du 19e siècle. C'est extraordinaire. je te le dis. Ça te détend? Ah, mais de malade. C'est mon voisin en plus. Est-ce que... C'est quoi? C'est mon voisin, frère. Tu le connais? Il habite pas loin et tout, je le vois croiser avec son chien. Arrête-toi! C'est un gars sûr, lui. Et t'as vu quand il imite les gens? Ouais, tu vois, il imite... Non, madame, tu vois? Ouais, alors, madame, fort. je suis le brigadier. C'est trop chaud, tu sais, il imite les gens. Ouais. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Il fait les keufs, c'est génial. Je suis comme un ouf. Bonjour, madame, c'est le brigadier. C'est le meilleur. Une dernière question, mais ça va amener le jeu. Qu'est-ce qui te pousse à signer un artiste? Un coup de cœur. Le fait qu'il le mérite. J'ai besoin de ça. J'ai une vision sur ça peut plaire à tel type de personne. Déjà, il faut que ça me plaise à moi. Et je suis assez éclectique pour m'adresser à plein de publics différents, sur des artistes différents. Et puis ensuite, c'est beaucoup d'humains. Tu vois, c'est une rencontre, c'est un humain. Très souvent, je préfère que le mec soit un bon gars, qu'il soit un très bon rappeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, le reste, on va t'aider. On va trouver des sauces, tu vois. Mais si t'es pas un bon gars, ça va être délicat de demander plein de services à plein de gens à qui je vais devoir donner des contreparties pour toi. Alors que j'estime que tu te mérites peut-être pas. Et t'écoutes beaucoup de maquettes? Des trucs comme ça, ou c'est plus des rencontres? J'écoute les accidents. Ce qu'on m'envoie. Tu vois, on m'envoie plein de trucs. Et puis de toute manière, avec les activités que j'ai, tu vois, avec Rentre dans le cercle ou d'autres médias, tu vois, je suis un des premiers privilégiés à tomber sur les jeunes talents, tu vois. Donc en réalité, ça se fait d'un naturel déconcertant. Parfait. Écoute, je te propose... Tunisien dans le sang, tu le sais bien. Je signe fort parce que je pense que c'est un futur grand. C'est quelqu'un de vraiment bien. Il dégage quelque chose de vraiment positif. C'est un jeune que j'apprécie pour les moments que j'ai passés avec lui. Ouais, je signe, bien sûr. Parce qu'il y a énorme potentiel. Énorme potentiel. Tous les jours, je fume du shit. J'ai les euros, je fume le bon Gucci. Ouais, de fou. Gazo, j'ai une anecdote, si tu veux, le soir où il sort son titre avec Freeze, et je lui envoie des messages, on se parle sur Instagram, et je lui dis le bigot il va sonner. Si tu l'as dans ce fauteuil, dis-lui qu'il te montre ses messages. J'ai connu des hauts et des
pas la chatte à la pute. Je signe pas parce que je pense qu'elle a énormément de talent, elle déchire, mais je saurais pas moi comment développer Meryl. Tu vois ce que je veux dire? Elle m'a fait bouge de là. Peut-être que j'aurais pas eu la vision moi, à ce moment-là. Je sais pas moi si j'aurais eu le culot de miser sur un nouveau courant musical et de me dire c'est ça qui va contrôler l'industrie dans 20 ans, tu vois, je sais pas. Ça serait très prétentieux de te dire bien sûr que je signe. Pourquoi j'ai l'impression que dans le rap français quelqu'un va mourir? Je suis traumatisé par Salif. Pour moi, top 3 histoire France complet. Voilà. Salif, c'est tellement de respect pour ce monsieur. Ouais, bien sûr que je signe. Pendant que la course aux richesses nous distrait. Ah ouais, de ouf. De ouf parce qu'en plus, le R&B à ce moment-là, ça fait partie du quotidien. Tout le monde écoute du R&B à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, Wallen de ouf. Si tu vois flou, mec, tu vas pas faire long feu. Je sais pas si quelqu'un a réellement réussi à signer Al Capote un jour. C'est ça, tu vois. Je pense que c'est Al Capote qui signe les gens. Voilà. Et je fais un gros bisou à Atef. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Non, je signe pas. Mais c'est pas méchant, hein. J'aurais pas eu la vision sur le potentiel comique du rap à ce moment-là, ça c'est sûr. 9-3, refais ça, le fait. Jamais de la vie. Une tumeur comme ça. Mais réel, je parle sérieusement. Une tumeur comme ça, mais jamais de la vie. Du coup, j'ai attendu des producteurs en bas de chez eux, je les rendais fous, je rendais fou tout le monde. Non, jamais. J'aurais jamais signé comme ça. Super, merci. Dernière partie de cet entretien fleuve. Sur Sofiane Multicasquette, on a commencé à en parler sur le producteur. Multi-chapeau, pourquoi casquette? Multi-chapeau. T'as arrêté les casquettes? Pourquoi casquette? J'ai jamais été casquette. Ok. Multi-chapeau, alors. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans des aventures en tant qu'animateur, présentateur de Rentre dans le cercle et ton programme, et devenir acteur, comédien? Alors, qui m'a poussé, c'est pas le terme. Qui m'a donné envie. Ouais. Tu vois, le modèle Rentre dans le cercle, c'est un truc que je pense énormément de rappeurs ou d'équipes de rap, à travers l'histoire du rap en France, ont essayé de mettre en place. Moi, j'ai été témoin d'un ou deux d'entre eux, dont celle que je cite souvent, c'est Youssoupha qui avait organisé un truc qui s'appelait les Punchline Sessions, et qui n'a jamais sorti. C'était un peu sur ce modèle, tu vois ce que je veux dire, une espèce de cypher. Et à un moment, comme je te disais tout à l'heure, des fois, si tu peux, c'est que tu dois. Et en fait, je me suis rendu compte de la pauvreté de nos actes de divertissement, tu vois, de la pauvreté de contenu qu'il pouvait y avoir dans notre métier. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a toujours très peu d'émissions de rap, en réalité, tu vois. Alors c'est très bien le côté talk show. Tu vois ce que je veux dire? Le côté talk show, machin, il n'y a pas de problème. Mais d'émissions de live et d'émissions où on peut faire découvrir des gens. Tu vois, la chance aux chansons de Pascal Sevran. Annie Cordy comme une star. Pour un soir, pour un seul soir. C'est le télécrochet par excellence. Tu vois, le télécrochet, c'est un truc qui existe depuis les années 50. Donner la chance, le tremplin aux jeunes artistes, ainsi de suite. Il y a une espèce de continuité dans ce modèle, tu vois. C'est un truc archi logique, en réalité, tu vois. Et j'aurais pu te sortir le couplet, ouais, tu vois, c'est pour les petits frères, en fait. C'est pour les mettre en avant. C'est un peu pour ça, mais pas que, tu vois. C'est parce que je pense que c'est vraiment... Il nous manque des émissions comme ça. Il nous manque des... Voilà. Tu vois, je parle encore en nous. J'imagine. Et il nous manque ce genre de truc, tu vois. Et quand je me suis senti capable de le faire, je me challenge, tu vois. Je suis un mec rempli de défis. Et je me suis défié de faire ce truc-là. Donc voilà, il n'y a rien qui me pousse. Il y a uniquement l'envie et un imagine. Alors il faut que ça commence par un imagine, que ce soit suivi d'un impossible. Et là, c'est bon, j'ai mon cocktail. Et imagine, on ramène tous les rappeurs du 93 sur un album. Ah, laisse tomber, c'est impossible. Ah ouais? T'es mort. Tu vois, voilà, c'est un peu ça. T'as des défis comme ça tout le temps, un peu? Tout le temps. Bah, pareil, tu me parlais de l'acting cinéma. Ouais. C'est est-ce que j'en suis capable? Tu vois? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'assume? Tu vois? Et finalement, tu te prêtes au jeu. Ce serait très prétentieux de m'estimer de ce milieu. Tu vois? J'y suis invité. Je suis invité dans ce milieu. Je suis invité d'ailleurs à faire de très belles choses et de très beaux projets. Et à bosser avec des gens qui ont énormément de talent. Par exemple, le dernier truc auquel je m'intéresserai au cinéma, c'est leur game. Tu vois, entre eux. Leur game ne m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, qu'on m'invite pour créer de belles aventures, faire de beaux projets, ouais, c'est mortel. Donc en vrai, il n'y a rien qui m'y pousse non plus. C'est les opportunités qui se présentent et les envies et surtout le timing. Tu vois, on m'aurait proposé certains trucs à d'autres moments, j'aurais peut-être été moins enclin à les faire. Tu vois ce que je veux dire? Et on m'aurait proposé certains trucs à d'autres moments, j'aurais peut-être sauté dessus. Tu vois? Dans ta jeunesse, t'as jamais voulu être acteur? Je pense qu'on a tous voulu ça. Tous voulu. Les acteurs, c'est la star par excellence, tu vois, dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire collectif, c'est l'acteur. L'acteur de cinéma, d'Hollywood, tu vois ce que je veux dire? On a kiffé De Niro avant de kiffer Solar ou NTM, tu vois ce que je veux dire? Donc, on a tous rêvé de ça, je pense.
Tu parles beaucoup d'écriture au début de cet entretien. Est-ce que tu as déjà eu des ambitions de scénariste? Ouais, et c'est un métier. Voilà, c'est ça la vérité. C'est un métier. C'est un métier, donc, et je m'invente pas de métier, moi. Ouais. Voilà, quand j'arrive dans un domaine, j'apprends, je prends le temps d'apprendre, et en plus, le temps que je prends pour apprendre, je m'entoure. Donc je m'entoure d'auteurs. Tu vois, par exemple, je pars aussi en production sur des contenus, sur du doc ou de la fiction, je prends des auteurs. Voilà, j'ai des idées, j'ai des histoires, j'ai des trucs que je pense qu'on pourrait mettre en forme et qui pourraient intéresser un potentiel public. Et sur lequel on pourrait aller au bout. Voilà. Et je m'entoure d'auteurs. Donc scénariste, peut-être un jour. Peut-être un jour, mais il y a des codes. C'est un métier, tu vois. Il y a des manières de faire. Il y a une arche narrative à respecter. Vas-y, climax, un cliff. C'est pas tranquille. Je veux dire, c'est pas tranquille. Tu as eu des grosses expériences d'acting ces dernières années. Est-ce que tu le travailles? Alors ouais et non. J'ai été voir une comédienne que je respecte infiniment, qui s'appelle Marina Foïs. On est dans un cas typique de harcèlement sur le lieu du travail, donc voilà, ça se plaide, le harcèlement. Sauf que ce sont les avocats de votre ancien patron qui vont plaider le harcèlement. Et je lui ai dit, faut que je prenne des cours. Tu vois. Et elle m'a dit, pourquoi? Je sais pas, faut que je prenne des cours, tu vois. Je vois, vous sortez tous du cours machin, du cours ceci, de tel truc. Tu vois, je pense que si je veux me donner une vraie chance dans tout ça, je pense qu'il faut que je prenne le truc et tout. Et je lui ai dit, je veux que tu sois toi ma coach, toi. Je veux que tu m'apprennes toi. Et elle m'a dit sincèrement, elle m'a dit ni moi ni personne d'autre en fait. Elle m'a dit ça va te changer, ça va te déformer. Elle m'a dit touche pas à ça. Elle m'a dit, vas-y au feeling, et reste comme c'est. J'ai dit ok, voilà. Donc voilà pourquoi, pour revenir sur ce que tu disais sur la question d'avant, quand je te disais je m'invente pas de métier, je demande quand même. Apprenez-moi, montrez-moi. Tu vois, j'arrive avec toute l'humilité de la terre, tu vois. Donc voilà, est-ce que je le travaille? Je le travaille quand j'ai un rôle. Voilà, quand j'ai un rôle, je le bosse. Ouais, à mort. À mort, je propose 1 million de trucs. Tu vois, par exemple, tu me parlais de tournage, tu prends Les Sauvages. Et que c'est comme ça que tu vas te libérer. De mon personnage qui est Nazir dans Les Sauvages, j'en ai proposé 10 à Rebecca, tu vois. J'en ai proposé 10 Nazirs. Tu vois, plus comme ci, plus comme ça, plus froid, plus chaud, plus nerveux, plus... Tu vois, jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon truc, t'es OP, je suis OP, et à ce moment-là, je me mets à bosser sur le truc vraiment, tu vois. Voilà. Quand tu fais des tests de personnages comme ça, c'est De Niro devant la glace, tu te testes comment ça marche? Non. En vrai, j'ai énormément de mal à trouver quelqu'un qui me donne la réplique pour apprendre. Donc très souvent, je fais comme Christophe Ondelat. Je fais les réponses, tu vois. Je me donne la réplique. Par exemple, j'ai une vidéo, je dois prendre un texte. Je vais prendre une vidéo au dictaphone et je vais faire tous les rôles, tu vois. Donc voilà, pour apprendre mon texte. Donc en général, je fais comme ça. Voilà. J'ai du mal à trouver des gens qui me donnent la réplique. Après, des fois, on s'en amuse avec mes fils. Des fois, ils sont curieux de lire les scénars. Voilà, surtout au théâtre. C'est quoi la différence pour toi entre travailler un rôle au cinéma ou en série et un rôle au théâtre? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que je préfère? Ouais. Les deux sont différents, j'aime les deux. Les deux sont différents, les deux s'adressent à un public différent, les deux sont une sensation différente. Il y a une discipline comme le théâtre, je trouve ça très prestigieux, et à juste titre. Je trouve ça très prestigieux d'aller au théâtre, c'est une espèce de catégorie reine pour moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu des comédiens de théâtre épais tenir une scène, tenir une salle à bout de bras. Pouah, je fais waouh! Quelle puissance, tu vois ce que je veux dire? J'en cite un mec qui s'appelle Pascal Réméric, avec qui j'ai joué sur Gatsby. Son sourire s'est effacé et je n'avais plus devant moi qu'un homme dans les 30 à 32 ans. Élégant, mais un rien balourd et dont le langage policé frisait parfois le ridicule. Et qui est une fusée, mais laisse tomber. Je le regardais, je me laissais guider, tu vois. Et en même temps, c'est pas la même sensation qu'au cinéma. C'est des concentrations différentes. Quand tu es sur un tournage de cinéma, tu peux galérer je sais pas combien d'heures dans ta loge, et il y a 40 mecs qui ont préparé une scène depuis 6 heures ce matin, et quand on t'appelle, c'est maintenant. Voilà, donc, tout de suite, boum, à l'instant T. Envoie la purée, maintenant. Au théâtre, c'est différent. Au théâtre, tu vas avoir, le public, tu le tiens, tu l'as. Dans tous les métiers de la scène, que ce soit un humoriste, un rappeur, un chanteur, un comédien de théâtre, tu sens quand tu les tiens, et tu sens quand tu les perds. Tu le sens, c'est un truc, tu vois.
Et c'est vrai que le théâtre, ça se rapproche. C'est la scène, ça se rapproche beaucoup plus de mon métier de base. Tu vois, ça se rapproche beaucoup plus des concerts. En réalité, un mec qui est en concert, il envoie de l'acting de théâtre, en réalité, sans même s'en rendre compte. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand il va animer la salle, avoir des questions-réponses, des échanges avec le public, ainsi de suite, ça relève du one-man show. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en réalité, c'est une sensation que je kiffe déjà, le théâtre. Je suis pas tributaire du taf de quelqu'un. Au cinéma, je le suis. Parce qu'il y a un réalisateur et qui me filme de telle manière qui fait pas qu'on va me trouver bon ou mauvais, mais qui me sublime ou qui me sublime pas. Tu vois. Là, au théâtre, je suis beaucoup plus au volant. Tu vois, c'est beaucoup plus moi. Voilà. Qu'est-ce que tu penses que tes qualités et tes défauts de rappeur t'ont apporté en tant qu'acteur ou comédien? Le culot, la présence, le charisme, le fait de maîtriser la pression, enfin de la connaître en tout cas, tu vois, de connaître cette sensation de pression, que ce soit pas étranger en fait, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Et puis, au truc plus large, c'est con ce que je dis, mais un peu une musicalité dans la diction, tu vois, et puis dans le mouvement, la manière de se déplacer. Je me souviens, un de mes premiers jours de tournage, il y a une comédienne, une ancienne, que je kiffe, qui s'appelle Farida Arouaj. Et elle est venue me voir, elle m'a vu jouer toute la première journée. Elle est venue me voir discrètement à la fin de la journée, poliment, et elle me dit tu sais, quand tu envoies tes répliques, tu es toujours en mouvement. Il y a peut-être des exercices qu'on peut faire ensemble pour que tu puisses envoyer tes répliques, tu vois, net. Et c'est sûrement un défaut de fabrication, sûrement, tu vois, une déformation professionnelle de la musique, tu vois, qui fait que voilà, je suis toujours en mouvement, en truc. Enfin, c'est vrai qu'en acting, il y a des manières d'envoyer certaines phrases, certaines répliques, certaines, tu vois, qui sont beaucoup plus fortes quand, tu vois, t'es bien ancré, et puis bien au sol, tu vois. Ça, pour moi, c'est un défi, au début, tu vois. Voilà. Ça m'a apporté plein de défauts, mais plein de réflexes en même temps. Et alors justement, de ces expériences d'acteur et de comédien, qu'est-ce que tu as transposé dans le rap? Ou dans le monde du rap, en tout cas? Bah, déjà, en termes d'image, en termes de clip, je suis beaucoup plus mise en scène, tu vois. Mais c'est naturel, hein, ça c'est même pas recherché, tu vois, c'est naturel. Tu vois, j'ai sorti un clip qui s'appelle Zidane. Il y a une entrée très théâtrale. Tu vois, une entrée, tu vois, épique, tu vois. C'est un peu le côté, c'est un peu Sofiane au cinéma que tu vois au début, tu vois, voilà. Ça m'a apporté tout court, en fait. Je sais pas ce que ça m'a apporté, mais ça m'a apporté tout court. Faire le rappeur au cinéma et le comédien dans le rap, c'est le truc le plus pété du monde. Donc j'essaye de pas... Puis je suis pas le même mec, réellement, tu vois. Donc ça déteint sur certains points, parce que ça reste moi, mais pas vraiment. Voilà. Pas vraiment. Ça m'a apporté tout court. Voilà. Tu refuses beaucoup de rôles. Ouais. Est-ce que la première proposition qu'on te fait, c'est un mec de banlieue? Ouais. Bien sûr. Ça te fait chier? Qui vend du shit. Qui vend du shit. Ça me fait chier. Ouais et non. Ça dépend. Je déteste la position de l'acteur rebeu qui dit ouais, mais t'as vu, nous on nous appelle toujours pour Karim qui vend du bédo, nous on nous appelle toujours. En même temps, tu sais, des fois, t'as aussi une tête à t'appeler Karim, frérot. Tu vois, il faut que t'en sois conscient aussi, tu vois. Donc non, il y a des trucs qui sont, il y a des trucs, tu vois, des rôles de braqueurs, des rôles de mecs de cité, des rôles de nanas qui peuvent être super bien joués, qui peuvent être mortels si dès lors qu'il y a une histoire derrière, dès lors que ça développe autre chose autour. Oui, tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est ah voilà, tu t'appelles Samir, tu pointes au bâtiment 8 et la caméra passe, et à ce moment-là, tu serres le mec, et t'es un peu nerveux, et la police passe. C'est bon, tu vois, ouais, c'est relou. Mais si ça fait partie d'un film et d'une histoire mortelle, ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'est vrai qu'au début, on essaye un peu d'être à contre-emploi, tu vois ce que je veux dire? Mais après, faut pas en faire une obsession. Voilà. Faut pas faire le mec blasé parce qu'on te propose de jouer un rebeu alors que t'es un rebeu, gros. Tu vois, à un moment, c'est bon. Et si on te propose de jouer un C-franc, là, c'est peut-être que tu joues bien. Tu vois, c'est peut-être que tu peux apporter autre chose. Tu vois, voilà. C'est quoi ton rôle rêvé? C'est un grand biopic. Je sais pas qui, mais un grand biopic. Un gars historique, dinguerie, tu vois ce que je veux dire, incarner un mec. Vraiment, tu vois, un truc... tu vois, tous les gens qui ont vu Malcolm X, imagine Malcolm X avec la tête de Denzel. Clairement, tu vois ce que je veux dire, c'est...
Before there was any such thing as a Republican or a Democrat, we were black. Before there was any such thing as a Mason or an Elk, we were black. Before there was any such thing as a Jew or a Christian, we were black people. Déjà, s'approprier la vie d'un mec, c'est un truc de fou. Pour peu qu'il soit vivant ou mort, c'est déjà différent. Le pire, c'est que, tu vois, par exemple, je te cite un mec comme Denzel, mais un mec comme Denzel, je vois sa tête quand on me raconte l'histoire de Hurricane Carter, je vois sa tête quand on me raconte l'histoire de Malcolm X, je vois sa tête, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça super fort. Je trouve ça super fort. Donc, ouais, un personnage historique. Un truc en costume, tu vois, à l'époque. Ça serait la folie. Alors on date quoi, tu veux un truc dans le 18e siècle? Ah, t'es fou, ça serait la folie, non? Ah, je serais fou de ça. Enfin, je serais fou, ouais. Mais même un mec du 20e siècle, tu vois, c'est pas de problème. Un biopic énorme. Voilà. Ça me ferait kiffer. Comment tu vois Sofiane dans 10 ans? Rappeur, producteur? La dernière acteur personne qui m'a posé cette question m'a fait passer un très mauvais rendez-vous. Comment je me vois dans 10 ans? Vieux. Vieux, loin et en paix. Voilà. Vieux, loin et en paix. Te dire, je kifferais, ouais, peut-être te sortir, ouais, avec du pouvoir et de l'influence, avec si, ouais, non, en paix, avec de la paix dans la vie. Voilà ce que, voilà, la denrée la plus chère, c'est ça. Mon père disait ça. L'argent c'est fait pour acheter la paix. Je pense que voilà, c'est la paix. Voilà. Tu penses que tu arriveras à être en paix avec tous tes compartiments là? C'est dur. Ça va être très dur. Mais je le dois à certaines personnes. Je le dois à ma famille, je leur dois, tu vois. Des fois, tu te dois du bien à toi, même pas pour toi-même. Tu vois, tu le dois aux gens qui t'aiment. Voilà, tout simplement. Ensuite, attention, qu'on se mette d'accord. Tu vois, je fais très peu ressentir ce stress au mien. Il y a des compartiments, mais il y a aussi des trains différents. Il y a des compartiments différents, mais dans des trains différents, tu vois ce que je veux dire. Donc, en famille, on parle pas de tout ça, tu vois. Je parle pas de tout ça. Je ferme la porte. Parle-moi de tes devoirs, parle-moi de tes potes à la récré, parle-moi de, je sais pas moi, parle-moi de la dernière facture, parle-moi de quelque chose, tu vois ce que je veux dire, mais non, tu vois, j'ai pas envie de raconter, je m'en fous, tu vois. Voilà. Alors Fianso, t'es multi-chapeau. Si tu devais garder un seul de tes chapeaux, ce serait lequel? Papa. Le chapeau de papa. C'est le seul qui reste jusqu'à la fin. C'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur. C'est celui qui me rend le plus heureux, en tout cas. Papa, mari, fils. Voilà. Ça, c'est... La trilogie. Ouais, la trilogie Max. On est dans Star Wars. C'est quelque chose. Bah, écoute, merci beaucoup. On a un dernier petit jeu pour toi, si tu veux bien. Ah, oui. Je dis toujours la vérité. Et même quand je mens, c'est vrai. Et même quand je mens, c'est vrai. Tony Montana, Scarface. La banlieue a ses qualités et ses défauts. Peuplée d'artistes et de sportifs de haut niveau. Je connais les municipaux, tous Vitrio, Rinka. Les gens de qualité savent tout, sans avoir jamais rien appris. Oh putain, ça me fait penser à quelque chose, ça. Ah, j'ai pas envie de dire une connerie. Le bourgeois gentilhomme, c'est un Molière, ça. Mais si, c'est le bourgeois gentilhomme, c'est avec tous ces coachs, là, tous ces... Les gens de qualité... C'est pas la VAR? Dis-moi, putain, c'est Molière, c'est quoi? Merde! Bref, c'est du théâtre, ok. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un gangster. Henri Hill, Les Affranchis, cinéma. 4 murs ou 4 planches, t'es prévenu, y a pas un voyou qui fasse long feu. Pas un voyou qui fasse long feu. Tu te feras buter le jour où tu sortiras sans ton feu, Kerry James. Mon père m'a appris que la peur est toujours constante, mais que l'accepter te rend plus fort. Je l'ai pas. On vit, on meurt demain, on verra bien. Dehors, si t'as pas de feuilles, pas de garantie, tu sers à rien. Pas de feuille, pas de garantie, tu sers à rien. Salif. S'il est une chose certaine sur Terre, s'il est une chose que l'histoire nous a apprise, c'est qu'on peut tuer n'importe qui. C'est un film, ça. Je dis cinéma, mais je sais pas où. J'ai pas, mais cinéma, je pense film. Je suis pas mauvais à tes jeux, hein. En fait, pour finir cette longue séquence, merci beaucoup. On a juste une petite dédicace, une signature sur l'iPad. Ok. C'est notre livre d'or. Tu peux mettre un petit message et signer, tu fais ce que tu veux. Voilà, camarade. Faut que je le montre à la caméra comme à l'école des fans. Non, ça sera en... Tu me dis. Ça va, c'est Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi.